Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce numéro de débat du dimanche. Nous recevons autour de la table Ahmed El Khoury du journal Al-Noura de Tombouctou, Alexis Kalambri du journal Les Échos, Adam Thiam du Républicain et de Arawan, Serge Daniel, journaliste et écrivain. Monsieur, bonsoir et ravi de vous retrouver. Bonsoir. C'est sur la Libye que nous ouvrons ce débat avec ces affrontements sanglants qui opposaient depuis plusieurs jours maintenant les forces spéciales à un groupe armé. 5 soldats ont été tués à Benghazi. C'est une nouvelle illustration de la lutte d'influence entre la force régulière, les forces régulières et les milices qui cherchent à contrôler les villes de l'Est du pays. Voilà, Serge Daniel. Ces affrontements sont une nouvelle illustration de la lutte entre les forces gouvernementales et les milices qui cherchent à contrôler finalement Benghazi. Ça c'est sûr. Moi je pense que depuis le départ de Kadhafi, d'abord sous Kadhafi, la Libye n'était pas un État. L'anarchie règne désormais sur le territoire libyen et vous avez le nombre d'armes qui circulent illégalement. Les camps militaires ont été attaqués, chaque groupe s'est constitué, la question devient de plus en plus tribale et effectivement on peut être inquiet par rapport à ce qui se passe aujourd'hui là-bas. Adam Thiam, est-ce que les habitants de Benghazi, finalement, à Benghazi, on connaît que cette ville a été à l'origine de la révolte qui a conduit à la chute du régime Kadhafi. Est-ce que les habitants de Benghazi se sentent finalement abandonnés par le pouvoir central de Tripoli? Oui, non seulement ils étaient à l'origine des protestations qui ont conduit à la chute de Kadhafi, mais bien avant, ils étaient aussi à l'origine du projet irrédentiste contre Kadhafi. C'est la raison pour laquelle on l'appelle Benghazi et la rebelle. Et donc, les récents événements, en plus de ceux qu'on a vus l'an dernier, par exemple l'attaque de l'ambassade américaine, etc., illustrent, si besoin est, le constat que la Libye est loin d'être pacifiée. Mais nous sommes loin de scénarios catastrophes qui avaient été envisagés au moment de l'attaque de la Libye et de la chute de Kadhafi, mais c'est évident que Benghazi reste le ventre mou de la nouvelle Libye et il était hier aussi l'enfant terrible de la Jamaïra libyenne. Alexis Kalambri, est-ce qu'aujourd'hui, pourquoi les Occidentaux et le pouvoir central de Tripoli n'ont pas d'abord commencé par désarmer les milices avant d'organiser les élections législatives? Non, si on commence avec le régime Kadhafi, comme disait Serge, c'était pas un État, c'était un pouvoir personnel. C'est la grande Jamaïra, c'était les assemblées populaires qui décidaient. Il n'y avait presque pas de gouvernement, il n'y avait pas de conseil de ministres, il n'y avait pas de budget, il n'y avait pas de débat réel. Donc, ceux qui sont arrivés manquent de réaction. C'est-à-dire il n'y a rien de préparé, de structuré, capable de prendre ces réactions-là en charge, capable de proposer un projet de société. Bon, et les Occidentaux montrent qu'ils ont atteint à peu près leurs objectifs, c'est-à-dire la chute du régime Kadhafi, mais ils ne semblent plus être aussi préoccupés face à l'avenir. C'est-à-dire, c'était la course au marché de reconstruction, mais vraiment la reconstruction du tissu social, la restructuration de l'État, c'est vraiment la grande faiblesse. Ahmed El Khoury? Oui, moi je pense que les faiblesses se tirent autant de là, mais il y a quand même qu'il faudrait savoir que la Libye elle-même, depuis son naissance après le royaume d'Idriss, est basée d'abord sur le tribalisme. Sud-Nord, c'est un État exactement encore moyenâgeux, allais-je dire, qui ne vit que du tribalisme. C'est sur plusieurs tribus, et ce sont ces tribus qui mènent chacun la loi dans une zone donnée. Puis alors, après Idriss, arriverait Kadhafi qui n'a jamais gouverné, ou du moins qui n'a gouverné que pour lui, sans aucune autre forme de démocratie, sans partage de pouvoir, sans institutions, rien du tout. Et le tribalisme est resté ancré quand même, malgré le pétrole, malgré les richesses, malgré l'urbanisation.
tout. Mais les Libyens sont restés absolument cloîtrés à leur esprit tribaliste d'antan. Kadhafi s'en va, c'est le nouveau pouvoir, un nouveau système qui ne s'est pas organisé. On se rappelle bien qu'après la révolution des printemps arabes, Kadhafi est destitué, tué, et puis bon, c'est toutes ces milices qui ont pris le pouvoir, et ils sont en train de chercher à maintenir ou à mettre en place un régime donné ou quelque chose, une république qui n'a pas encore dit son nom. Mais le Sud reste absolument, comme tout le monde d'ailleurs, comme le Nord, absolument cloîtré. Je voudrais quand même dire que ce qui a aggravé la situation, c'est la circulation des armes. Qui a aggravé quand même la situation. Sous Kadhafi, il y avait un semblant d'État, on contrôlait plus ou moins une partie du territoire, en tout cas ce qui arrive actuellement n'arrivait pas à l'époque, mais je pense que la chute brutale de Kadhafi a favorisé ce qu'on vit aujourd'hui, et ce n'est pas terminé, ça se passe en Libye, vous savez, mais ça déborde vers le Niger, ça déborde vers le Mali aussi, donc voilà. C'est-à-dire que la stabilité ou l'illusion de stabilité est beaucoup plus facile à maintenir dans la dictature que dans la démocratie ou dans un projet de démocratie. Donc c'est ce qu'on voit présentement en Libye. La Libye, El Khoury l'a dit, c'est quand même l'union de 3 grandes régions. Et ce que nous craignons déjà avec le printemps arabe, c'est que la Libye ne se sépare sous les anciennes lignes de fracture ethnique ou tribale. Mais ça ne s'est pas passé. Et on a eu même une assez bonne élection. Et ce qu'on a vu à Benghazi est quand même assez nouveau pour la première fois. L'armée a affronté les rebelles, et les rebelles ont été délogés de leur camp. Et or, ils avaient, après la chute de Kadhafi, c'est eux qui avaient la haute main surtout, le nouveau pouvoir se méfiait, et puis bon, je crois que l'autre texte qui frappait d'interdit tous ceux qui avaient travaillé sous Kadhafi, effectivement, a été très très mal perçu, parce que les seules cellules vivantes de la Libye travailleuse, c'est quand même les comités populaires révolutionnaires. On ne peut pas les exclure de toute activité, et je pense que ce qui se passe probablement est une sorte de règlement de compte entre l'institution qu'est l'État et puis les milices qui veulent toujours brandir le trophée de la lutte contre Kadhafi. Alexis, allez-y, El Khoury, on vient à vous tout à l'heure. Si vous avez vu, Kadhafi, vers la fin de son règne, a vraiment sorti les armes pour armer toute la population, parce que il a ouvert de sorte que tout le monde se sente concerné. Mais également le revers, les Occidentaux sont distribués des armes rebelles. Bien sûr, mais c'est ça le revers. Donc il y a des groupes antagonistes, il y a ces questions tribales, certes, mais il y a les intérêts. Bon, maintenant ça va s'exacerber avec ceux qu'on a écartés, parce que ayant travaillé avec Kadhafi, qui est quand même resté près d'un demi-siècle, et qui vont quand même chercher peut-être à infiltrer ces mouvements tribaux-là. Oui, mais qu'est-ce qui justifie ces désintérêts politiques de la communauté internationale? Quand Kadhafi était au pouvoir, ils étaient unanimes. Une fois que l'homme a été tué, c'est fini. On laisse les nouvelles autorités, et puis voilà. Est-ce que c'est pas une façon de mettre le bien avant le charri, Serge Daniel? Moi, je pense que c'est juste ce que vous dites, parce que le plus important pour la communauté internationale à l'époque, c'était de faire partie Kadhafi, en inventant tout. Vous vous souvenez, à l'époque, ils ont parlé de massacre de population d'une région. Dans une région où il n'y a pas eu de massacre de population, ils ont armé les rebelles, les islamistes se sont entre-temps infiltrés, et dès que Kadhafi est parti, ils se sont dit, bon, le boulot est fini, donc nous lavons les mains, alors que du tout, le boulot n'était pas fini. Donc la communauté internationale a, de mon point de vue, une part de responsabilité dans le chaos aujourd'hui qu'on vit. C'est vrai. Il y a une petite phrase de François Hollande qui dit tout. Et il dit qu'en Libye, le travail n'est pas terminé. Et je crois qu'il a raison. Non seulement il n'est pas terminé en Libye, mais le fait d'avoir laissé ce travail inachevé est un plus grand problème aujourd'hui pour la paix au Sahel, Sahara, que l'est, par exemple, le Mali ou le Nord Niger. Donc c'est un foyer potentiellement dangereux. Ceci dit,
à mon avis, le problème n'est pas tellement la présence des armes. Les États-Unis sont le pays où il y a le plus d'armes légères au monde. C'est la conflictualité qui est importante. Et en Libye, effectivement, les questions ne sont pas réglées. Celles qui se posaient sous Kadhafi, comme celles qui ont émergé après Kadhafi. Mais est-ce qu'aujourd'hui l'armée libyenne a-t-elle des moyens pour affronter les rebelles? Des moyens matériels. Matériels, même humains. En armement, oui. Mais moi, je reviens sur la notion d'État d'abord, qui n'a jamais existé en Libye. Dans l'esprit du Libyen, quel que soit son niveau, je pense, je ne peux pas tellement m'aventurer sur le vrai, mais ce qui demeure certain, c'est qu'il est rare de trouver dans la quasi-majorité des Libyens la notion d'État en tant que tel. Après un régime dictatorial sans partage du roi Idriss, c'est un autre dictateur qui vient avec l'État moderne et qui met en place un système. Donc le Libyen lui-même en tant que tel a grandi, a ouvert les yeux sur le monde, mais il n'a pas cette notion d'État. Et donc, il vit encore en besoin tribaliste. La question c'est de savoir est-ce que l'armée matérielle, cet esprit existe aussi bien chez les rebelles que chez l'armée, aussi bien dans le politique que chez on a l'impression que ce sont les milices qui tiennent la Libye aujourd'hui. C'est l'islam est détenu par une faction rebelle. Voilà. Le pouvoir central qui actionne l'armée est faible est faible. Sinon, c'est vrai que l'armée a été déstructurée avec la chute de Kadhafi, mais sinon il avait une armée assez équipée. Et en équipement, il n'y a pas une seule armée. Il n'y a pas une seule armée. Il y a plusieurs armées. Si le travail est achevé, était achevé, ce à quoi on aurait assisté, c'est le programme classique du DDR. Et ça a commencé parce qu'il y a beaucoup de barons dont la garde est assurée par les milices. Et de plus en plus, ça s'est questionné et il est évident qu'on va aller vers l'intégration probablement d'une grande partie de ces milices dans l'armée de la Libye, qui était quand même une armée pléthorique, il faut... Ce qui est intéressant, c'est que, très rapidement, c'est que pour dire que les États, finalement, n'ont pas d'amis, mais ils n'ont que des intérêts. Ce que la communauté internationale a fait dès le départ de Kadhafi, c'est de rétablir l'exploitation du pétrole libyen en abandonnant, bien sûr, le DDR, c'est-à-dire la démobilisation, le désarmement et la réinsertion. Voilà le deuxième sujet de ce débat, la crise malienne sur la table des négociations à Ouagadougou, Burkina Faso. Depuis plus d'une semaine, les pourparlers se poursuivent entre le pouvoir central de Bamako, les groupes armés et le médiateur. Quelles sont les chances de ces négociations pour le président burkinabé médiateur dans la crise? Le plan qu'il propose aux deux parties est réaliste et réalisable. Je vous propose de l'écouter. Cette crise, en tant que médiateur, il est apparu donc logique de traiter les questions constitutionnelles, parce que tant que le Mali ne se retrouve pas dans un ordre constitutionnel normal, il allait être difficile de gérer les autres questions. Alors, puisque en dehors des problèmes du Nord, il y avait aussi l'extérieur, l'étranger, avec les mouvements islamistes, terroristes qui étaient entrés. Donc ça faisait trois dossiers en même temps. Mais il fallait régler les questions constitutionnelles. C'est ce que nous avons essayé de régler dans un premier temps en amenant le président Diankounda, le président de l'Assemblée, à prendre les choses en main. Après, nous nous sommes maintenant occupés des questions entre Maliens, ceux qui au nord demandaient la charia, ceux qui voulaient l'indépendance, et les amener aujourd'hui à rejeter à la fois l'indépendance et à rejeter aussi l'intégrisme religieux. Donc, alors, il suffit maintenant d'organiser un dispositif de sécurité, de sécurisation pour tous, pour que les élections puissent avoir lieu en juillet. Alors, bien sûr, entre ce que je comprends, c'est que le gouvernement de Bamako parle de désarmement immédiat, alors que le processus que moi j'ai proposé, qui doit être un processus rassurant pour les partis. Oui, parce que quand des partis sont en conflit, pour
demander à une partie subitement de désarmer sans créer des conditions qui rassurent cette partie, même si elle accepte le principe, ça peut être difficile à gérer. Surtout que parallèlement, vous avez d'autres mouvements qui restent armés dans la zone. Alors c'est pour cela que nous avons voulu que ce soit un accompagnement avec des forces internationales, avec un processus progressif, avec la police, la gendarmerie, etc. Mais l'objectif final, c'est que le Mali récupère la totalité de son territoire sous son administration, puisqu'il y a le déploiement de l'administration, des services sociaux. Et donc l'intégrité territoriale du Mali, au bout de compte, va être assurée. Voilà, Adam Thiam, est-ce que ce processus de négociation, ce plan que propose le médiateur burkinabé, est-il réaliste, équilibré? Je ne sais pas s'il y a un plan que le médiateur propose. Je pense qu'il y a un plan qui est issu d'un compromis entre lui, les parties prenantes, la partie malienne. Et ce qu'il a dit, et qui est vrai depuis quelque temps, c'est quand même qu'on a amené le président Dioncounda Traoré à se saisir du dossier. Et je crois qu'il en est saisi. Et si, par exemple, aujourd'hui, nous en sommes à une situation de balai diplomatique entre Bamako et Ouaga, c'est parce que effectivement, il y a des points sur lesquels un compromis doit être obtenu pour qu'un accord soit signé. Mais ce qu'il est, à mon avis, important de réaliser, c'est qu'il s'agit pour ce round-là d'un accord intérimaire dont l'objectif est de permettre l'élection à Kidal le 28 juillet, quitte à laisser effectivement au pouvoir élu le soin effectivement d'aller dans le fond des négociations qui peuvent effectivement permettre que soient évoquées les questions qui ont toujours constitué l'argumentaire politique du MNL. Oui, Serge Daniel. Sur l'accord qui est en cours, moi je pense qu'il y a eu 3 phases. Il y a eu Ouaga 1, ils sont allés, ils ont discuté. Il y a eu Bamako 1, parce qu'ils sont arrivés ici, 7 heures d'entretien. Je fais partie professionnellement de ceux qui sont critiques vis-à-vis de la gestion de l'État faite par Dioncounda Traoré. Mais il faut reconnaître que lorsqu'ils sont arrivés ici, Dioncounda Traoré au huis clos, il était un véritable chef. Il a dit les choses clairement, vous n'allez pas nous faire signer n'importe quoi, voilà la réalité du terrain, voilà ce que je veux pour mon pays. Ça a été un tournant, il a sorti un document qui sert désormais de document de base actuellement à Ouagadougou. Je pense que Dioncounda Traoré a joué un rôle très important dans ce qui se passe aujourd'hui. Et pour moi, la question aujourd'hui, donc Ouaga 2, ça a commencé. La question n'est pas de savoir si l'armée malienne va aller à Kidal ou pas, mais quelles sont les conditions dans lesquelles l'armée malienne va aller à Kidal. Est-ce que oui ou non, les rebelles contre lesquels il y a des procédures judiciaires, ces procédures seront suspendues, annulées. Je pense que nous sommes à un tournant de la crise, mais que la voix du Mali a franchement porté. Et on sait bien que Adam Thiam vous le dira, je ne suis pas en train de cirer les bandes de Dioncounda Traoré. Il a joué un rôle très important, d'après ce qu'on apprend de toutes les sources diplomatiques, dans ce qui se passe aujourd'hui, en disant nous n'allons pas, en tant que Maliens, nous laisser faire. Et donc, chapeau Dioncounda. Très bien, avant de donner la parole à El Khoury et Alexis, on écoute tout de suite l'émissaire du président Dioncounda Traoré, Tiblé Dramé. Et qu'en pense alors le gouvernement malien de cet accord en vie? Écoutons-le. Les objectifs de du processus qui est en cours à Ouagadougou, c'est la restauration de la souveraineté du Mali sur la totalité du territoire national. Il ne peut pas y avoir d'ambiguïté en cela. C'est ça l'engagement très ferme du chef de l'État, du gouvernement et de l'ensemble de la nation malienne. Donc, faire en sorte que le drapeau malien flotte sur Kidal comme il flotte à Sikasso, à Nioro du Sahel et partout au Mali. Ahmed El Khoury, on le sait, que ce soit le président Blaise Compaoré, Tiblé Dramé, les points sur lesquels devaient s'entendre les différentes parties sont connus, mais pourquoi est-ce que l'accord piétine? L'accord piétine sur cette faveur qui est un tout petit peu, qui ne dit pas son nom, mais qui est lisible, qui est donnée à l'autre partie belligérante,
de traiter d'égal à égal avec un État souverain. C'est un tout petit peu ce qui me révolte personnellement. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le Mali est en train de traiter avec les rebelles, je les appelle comme tels, tous, les groupements armés, tous confondus et exclusivement le MNLA, d'égal à égal. Or, mais moi, je pense que c'est un groupe d'hommes, de mouvements qui se sont armés, qui revendiquent, qui ont des revendications sur la table et avec lesquels il faille trouver des solutions, des négociations pour pacifiquement, n'est-ce pas, arriver à solutionner la crise. Mais quand il faut traiter d'égal à égal, un pays avec tout ce qu'il a, ses institutions, son drapeau et sa devise et tout traiter avec un MNLA, c'est un tout petit peu du moins c'est l'impression que j'ai d'abord. Deuxièmement, là où le bas blesse... À votre avis, c'est ça qui empêche la signature de l'accord? Absolument, parce que dans la procédure elle-même, il n'y a pas un État qui traite avec une partie de ses compatriotes, de ses propres citoyens qui lui appartiennent et qui revendiquent quelque chose. Si tu permets, moi je veux qu'on voit... Oui. Non, rapidement, Elkori, vous aurez la parole tout à l'heure. Non, moi je veux qu'on voit le tableau dans sa globalité. C'est-à-dire, le Burkina est mis devant, mais on a comme médiateur le Burkina, le Nigeria, l'Union européenne, la France, la Mauritanie, le Niger, en tant que pays du Sud, et la Suisse. Bon, je me demande pourquoi la Suisse, parce que bon, les autres on peut expliquer plus ou moins, mais la Suisse tombe comme un cheveu dans la soupe. Mais ce que je veux dire, c'est pas gênant. Donner la réponse. Non, mais la Suisse, moi je pense que la Suisse est très intéressée par tout ce qui est développement dans notre pays. Et cette partie du pays l'intéresse beaucoup. Le rêve de la Suisse, c'est d'importer un peu son modèle. C'est un pays, c'est une confédération, donc une autonomie, où on peut être une république fédérale et avoir l'autonomie. Ça, c'est le point de vue des Suisses. Voilà. Donc si je continue avec mon tableau, moi je mettrais le Mali. À côté du Mali, je vais mettre indubitablement le Nigeria que je sens comme soutien du Mali. Le MNLA, je le mettrai avec les forces rebelles armées, je le mettrai sur l'autre balance. Au centre, je ne connais pas beaucoup d'États que je mettrais comme neutre dans... En fait, bon, je mettrais le Niger avec le Mali, mais franchement... neutre, j'en connais pas trop dans tout ça. Donc, ça vicie un peu. Peut-être qu'il peut être neutre, mais il n'y a pas trop de confiance, ni du côté des forces armées, ni des forces rebelles, ni du côté du gouvernement malien. Il y a une sorte de défiance par rapport à beaucoup de négociateurs. Et l'autre aspect, c'est que effectivement, dans la première mouture, il y avait beaucoup de termes, de notions qui gênaient. Mais je pense que effectivement avec l'évolution, ce n'est pas gênant d'avoir en face ces mouvements. On était d'accord dès le départ que quelle que soit l'issue, on devait négocier. Et je pense qu'à ce niveau, quel que soit ce qu'on aura signé, le Mali sort grandi. Parce que on a su imposer notre vue, on a su amener tout le monde à épouser notre rythme. Et on n'a rien fait dans la précipitation. Oui, Adam Thiam. Vous avez parlé de piétinement, Kolsiab. Je ne sais pas si on peut utiliser ce terme, même s'il est vrai que dans les projets, il était attendu que un accord soit signé vers le 10 juin et que ça ne l'est pas encore. Je pense que ce qui se passe, c'est que si ça s'étire comme ça en longueur, c'est qu'on a mis le temps à profit pour arrondir les angles, obtenir le maximum de consensus pour la signature de l'accord, sans léser fondamentalement toutes les autres parties. Moi, je suis absolument en désaccord avec ce que El-Khoury dit en disant qu'on ne peut pas être traité d'égal, un État ne peut pas traiter d'égal. Ce sont des citoyens maliens, il n'y a aucune raison de leur tirer dessus. On peut négocier avec eux. Maintenant, ce qu'on ne peut pas faire, c'est leur donner le Mali. Et puis, il faut quand même que nous fassions attention. Vous étiez, El-Khoury, le 28 mars, vous étiez à Tombouctou. Et le 4 avril, vous étiez à Bamako. Alors, mais vous aviez une armée.
ceux qui vous ont fait partir ne sont pas l'égal d'une armée ou d'une république. Je pense qu'il faut que nous fassions attention à nos analyses ou à nos propos. C'est-à-dire, il est inconcevable effectivement que le MNLA continue de bénéficier d'une faveur. Franchement, il ne faut pas aller loin, c'est une faveur française, mais je pense que depuis quelque temps, le problème est réglé. Hollande l'a dit de manière très claire, il n'y aura pas de groupes armés, il y aura des élections à Kidal. Et ça, imaginez-vous, ça n'était pas le projet du MNLA. Moi, je pense qu'on on va arriver à un accord, forcément. À mon avis, ils sont à Ouagadougou, il va y avoir un accord. Je pense que ce qui se dessine ce dimanche déjà, c'est les conditions qui sont en train de réunir pour que au moins une unité de l'armée malienne prennent pied directement, rapidement à Kidal. Mais il faut négocier. À partir du moment où on peut négocier, Tchébili Dramé l'a dit tout à l'heure, le drapeau malien. C'est vrai qu'il a une belle cravate. Ça me change des abacos. On n'a pas reconnu sur les images à cause de sa cravate. Mais il a dit tout à l'heure, le drapeau malien va flotter à Kidal. Maintenant, quelles sont les conditions? Moi, je suis partisan d'une solution pacifique. Parce que si vous voulez aller en campagne électorale, vous allez voir, le 7, je parie, vous n'aurez pas 7 candidats à la présidence de la République malienne qui vont aller battre campagne à Kidal. Le problème, c'est une question de souveraineté nationale. Kidal fait partie du Mali, mais si on peut aller sans tirer un coup de pétard, il vaut mieux choisir, à mon avis, cette voie-là. Mais est-ce que toutes les conditions sont réunies, justement, parce que apparemment, on ne parle que du MNLA et de Kidal. Au départ, le médiateur, on a entendu le président Blaise Compaoré. J'aime bien parce que je sache, jusqu'à présent, jusqu'à cet instant, on ne parle que de Kidal et du MNLA. Or, les autres groupes, les autres mouvements armés, en l'occurrence le mouvement arabe, lui, s'est déjà détaché, malgré toute son alliance avec les groupes sédentaires armés, les Gandoko et autres, s'est quand même détaché et a déclaré ouvertement qu'il n'y aura pas d'accord, d'élection sur en tout cas les zones que l'EMA contrôle, sans qu'il n'y ait un accord signé inclusivement avec l'ensemble des groupes armés. Or, on a l'impression que ces groupes armés sont carrément mis à l'écart. Je ne pense pas. Le mouvement arabe de la Zawad a été déjà reçu par les médiateurs. Ils seront reçus également, à nouveau. Maintenant, les négociations directes qui concernent Kidal se passent entre l'État malien et le MNLA, ce qui reste du MNLA, et le Haut Conseil de l'unité de la Zawad. Donc c'est tout à fait normal à mon avis. Et puis ça se passe. Et alors, et les autres mais ça se passe. On ne peut pas faire l'impasse sur l'évolution récente du Mali, et M. El Khoury. Le 11 janvier, vous ne pouviez pas aller à Konna. Et donc, il a fallu la communauté internationale pour nous sortir de ce pétrin. Il a fallu l'armée française. Et on ne peut pas faire fi de ça. Et ce que nous déplorons, nous, et je trouve que c'est triste que la France, effectivement, joue son capital sympathie au Mali sur la question du MNLA ou de Kidal, mais je crois effectivement qu'elle est en train de s'en sortir. Oui. Donc, ne faisons pas d'amalgame entre les autres mouvements et puis la question de Kidal. La question de Kidal est une question un peu plus ancienne, c'est une question un peu plus politique. Le MNLA lui-même n'est probablement à rien. Ce qui est important, c'est que nous avons un partenaire qui nous a aidés et qui souhaiterait tout juste et pour lequel il faudrait devoir vraiment baisser les bras. Je voulais ajouter. Mais je mettrai à genoux. Insister sur ce que disait Adam il y a 10 minutes environ. C'est un accord intérimaire qu'on est en train de signer à Ouagadougou. C'est pas la paix globale. C'est un accord intérimaire pour permettre aux Maliens d'organiser les élections sous drapeau malien dans la région de Kidal. La question demeure un caillou dans la chaussure du gouvernement, un caillou dans la chaussure de la communauté internationale. C'est pour ça qu'il y a une commission dialogue et réconciliation qui, à mon avis, est là pour 2 ans, comme on le sait, qui, à mon avis, va se charger de rentrer dans les détails des détails. Nous sommes à moins d'1 mois de la campagne électorale. Si Kidal, l'armée malienne ne peut pas aller à Kidal, si les candidats ne peuvent pas battre campagne à Kidal, vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y aura pas d'élection.
Et je vais ah oui, non, il n'a pas parlé. Alexis, allez-y. Non, juste pour appuyer ce point, je pense que la mouture actuelle est vraiment claire sur les négociations à venir, avec pratiquement des délais 20 jours après la mise en place du gouvernement et implique le CDR. Et je pense que les mouvements d'autodéfense ont évolué sur leur point de vue parce qu'ils ont créé une fédération, ils ont été reçus, je pense qu'ils sont entrés dans la dynamique déjà. Mais oui, Adam Tia, je veux juste dire que c'est quand même important que nous dépassionnions la question de Kidal. C'est pas important. Si on se permettait d'établir une hiérarchie des risques, en fait, le risque post-électoral et même le risque Il n'y a plus de risque à Bamako qu'à Kidal. Il n'y a plus de risque à Bamako qu'à Kidal. Oui. Il n'y a plus de risque à Bamako. Mais quand même, pour le moment, c'est Kidal qui fait pratiquement l'objet de pourparlers. Oui, il le fait simplement parce que notre orgueil est saisi. Mais il y a aussi ce que j'appelle la nationalisme ombrageux. Mais il y a aussi ceux qui ne veulent pas. Il y a aussi ceux qui veulent se saisir de Kidal pour nous replonger dans la crise. Exactement. Et chaque argument contient d'un côté comme de l'autre de la haie. Vraiment permet de voir où on se situe, parce que on ne peut pas amener le Mali à ne débattre que sur Kidal. Il y a des questions importantes. Il y a le programme des candidats. Il y a même leur point de vue sur ce qui se passe. Mais pourquoi est-ce que ces candidats ne sont pas associés aux négociations quand on sait que c'est parmi eux que va sortir le futur président du Mali? Est-ce que Tibéli n'est pas candidat? Non, c'est même pas ça. Il n'a pas encore déclaré, mais comme c'est un récidiviste de l'élection, ce n'est pas vrai. Ils sont associés. Les hommes politiques sont associés. Oui, ce qu'on sait, c'est qu'ils sont consultés. Je sais par exemple, je ne vais pas citer de nom, certains ont vu il n'y a pas longtemps les responsables qui dirigent, ont donné leur point de vue. Dans la presse, je ne vais pas citer de nom, Ibeka, Soumaïla Sissi a dit... Pas directement à Ouaga. Mais ils ne sont pas directement à Ouaga parce qu'ils ne représentent pas l'État. On n'a pas besoin de les appeler. Ils peuvent avoir une plateforme ici pour que leur position se sache. C'est-à-dire le plus important, ce n'est pas la compétition personnelle pour occuper le pouvoir au Mali dans quelques jours. Le plus important, c'est que l'on puisse avoir le Mali à cœur. Et c'est normal d'avoir, à mon avis, une plateforme de la position des partis sur ce qui se passe. Et ça, ce n'est pas la faute de l'État. Les femmes se sont exprimées. Fatoumata Siré Diakité a réuni du monde avant-hier. Ça parle. Je pense que les dirigeants écoutent quand même. Les candidats ont pratiquement chacun, au cours de leurs investitures, également intervenu dans ce sens. Même après, il a fait un point de presse où il s'est exprimé. Exactement. On va arriver à un accord. Je pense que si vous discutez avec la Vox, ce que le public, monsieur tout le monde dit aujourd'hui, c'est dit, qu'est-ce qui va se passer? Il faut qu'on ait un accord. Je pense qu'on va avoir un accord dans lequel il sera dit clairement que Kidal fait partie du Mali. Mais dans les détails, il faut demander à des gens... Mais justement, dans la rue, on rencontre des personnes qui disent que oui, un accord intérimaire, mais après. Non, c'est dit qu'il y a beaucoup... Ils disent ça, mais le Sud est plus à surveiller que Kidal. Pour quelle raison? Mais vous savez, toutes les crises sont parties d'ici. Toutes les crises sont parties d'ici. La crise est partie d'ici, elle reviendra ici, si vous voulez. Donc, même avec un président légitimement élu? Ça, c'est autre chose. Et ça va le futur président du Mali, ça sera forcément un président de transition, quelque part. Ça va être quelqu'un de transition, quand même. Et c'est d'ailleurs pourquoi, moi, j'imagine que tous les efforts qu'engrange aujourd'hui, que déploie plutôt Djankunda, c'est un tout petit peu malgré la notion d'accord intérimaire, ne voudrait quand même pas laisser assez de patates chaudes à son succès, à son successeur. C'est-à-dire que quand même qu'il y ait quelque chose de positif, même pour le prochain président qui serait élu, qui trouverait un terrain déjà un peu déblayé, pas épineux autant qu'il soit. Si vous écoutez les radios privées, cette notion d'accord intérimaire ne ressort pas suffisamment. Les gens ont dans l'esprit qu'on est en train de conclure un accord définitif et que ça va pénétrer. Donc vraiment faire comprendre que c'est juste pour les élections et que en l'état actuel le Mali n'est pas lésé. On peut dire que c'est vrai, c'est-à-dire les premiers projets d'accord
ah oui, ne tenait pas compte du fait que c'était un accord intérimaire. C'est seulement depuis quelque temps que la partie malienne, donc le président, le gouvernement, surtout le président, leurs médiateurs au Burkina, etc., sont en train de dire non, attention. Nous, ce que nous faisons, c'est un accord intérimaire pour rendre possible l'élection et après, nous n'hypothéquons pas les chances du Mali et nous ne filerons pas de patates chaudes, effectivement, au président qui sera élu dans quelques jours. Mais si l'accord est signé d'ici quelques jours, alors où est-ce qu'on va cantonner les groupes armés? Mais ça sera toujours, à mon avis, dans la région de Kidal. On ne veut pas dire qu'on va cantonner. Ça ne serait pas une menace? On ne va pas les faire revenir ici à Bamako. Non, je pense qu'il y a des sites de cantonnement, d'après les documents qu'on a vus, dont on a entendu parler plus tôt. Il y aura des sites de cantonnement, c'est-à-dire le jour où l'accord sera signé, dès le lendemain de la signature de l'accord, les groupes armés, d'après ce que j'ai vu dans quelques documents, vont être cantonnés sur des sites déjà ciblés. Et aujourd'hui à Ouagadougou, ce qui est très important, c'est que vous avez les responsables à MISMA, vous avez des responsables à MISMA, les experts militaires, il y a des officiers supérieurs de l'armée malienne qui sont à Ouagadougou. Et donc s'il y a un accord effectivement, ils vont tout de suite passer sur la table en disant voilà où est-ce qu'on va cantonner, voilà ce qu'on va faire, avec ce qui est très important, un chronogramme pour que le 7 juillet, date de l'ouverture de la campagne, qui veut, si El Khoury veut aller à Kidal, qu'il aille à Kidal faire les élections. El Khoury, qui peut assurer ces cantonnements? L'armée malienne ou une force internationale? À la fois l'armée malienne et la MINUSMA. Dans le document, on parle de MINUSMA. Et puis, je ne vois pas. Moi, j'ai vécu c'est notre plateau qui débat de ces questions. Parce que c'est quand même trop. Non, dans le document, ils ont dit c'est sous la supervision de la MINUSMA. Nos affaires. C'est-à-dire la question du cantonnement, oui, elle est prévue dans les accords. Le déroulé, le truc, personne ne sait. C'est-à-dire que il va falloir discuter dans le détail après l'accord intérimaire sur la mise en œuvre d'un véritable processus de pacification de la région. Je voulais ajouter une dernière chose rapidement. Si vous prenez le nord de la Côte d'Ivoire, moi professionnellement, j'ai travaillé là-bas pendant la crise. Quand ils ont fait les élections en Côte d'Ivoire, les ex-rebelles ivoiriens n'avaient pas totalement désarmé. C'est-à-dire que il y a le processus dont parlait c'est Alex qui parlait de ça de DDR, c'est-à-dire il faut la démobilisation, le désarmement et la réinsertion. Donc c'est tout un processus. Si on peut circuler librement à Kidal, si on peut ne plus voir des drapeaux du MNLA ou du Haut Conseil de l'unité de l'Azawad et uniquement le drapeau malien, si l'administration malienne ou un embryon de l'administration malienne peut aller à Kidal, c'est déjà ça de gagner pour les élections. C'est-à-dire l'issue à Kidal n'est pas militaire. Pas du tout. Elle ne peut être que politique. Et donc, il faut que nous nous mettions ça en tête, même si effectivement Kidal, et c'était très inquiétant, soulève des passions extraordinaires dans ce pays. Voilà, dernier sujet de ce débat en Iran, c'est donc une surprise. C'est Hassan Rouhani qui est élu président de la République dès le premier tour. Qui est cet homme, ces religieux considérés comme modérés? Son portrait. Un modéré, un réformateur, comment faut-il qualifier l'homme qui vient de remporter l'élection présidentielle iranienne? Hassan Rouhani a créé la surprise, peut-être au sein même de l'appareil dirigeant. Il semble avoir rassemblé une majorité d'électeurs, après avoir obtenu le soutien de deux grandes figures incarnant la réforme, deux anciens présidents, Mohammad Khatami et Hachemi Rafsanjani. Hassan Rouhani est néanmoins un homme du régime, mais dans sa version diplomatique. Entre 2003 et 2005, il était à la tête de l'équipe qui négociait face aux Occidentaux le programme nucléaire iranien. Et pendant la campagne, il a réaffirmé qu'il voulait faire preuve de souplesse pour mettre fin aux sanctions qui ont plongé le pays dans une grave crise économique. Nous devons sortir de l'extrémisme, et cela s'applique aussi à la politique étrangère. Nous devrions préserver les intérêts du pays et la sécurité nationale, de manière à donner la chance à notre peuple de participer politiquement, économiquement et socialement. Hassan Rouhani a été député entre 1980 et 2000 et représente toujours Ali Khamenei, le guide suprême au sein du Conseil de la sécurité nationale. On le dit proche de cet homme placé au centre du pouvoir de la République islamique. C'est aussi un religieux du rang de Hodjatul Islam, ce qui laisse penser aux sceptiques que si Rouhani amène des réformes, elles ne sauraient être autres que modérées.
Alexis Kalambri, est-ce qu'Hassan Rouhani est-il l'homme de la situation actuellement pour l'Iran? Bon, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a les problèmes iraniens et de la région. Mais bon, malheureusement, c'est important qu'il soit bien vu de l'Occident. Et dans la grille de lecture de l'Occident, il passe bien parce que il est quand même quelqu'un qui veut négocier le programme nucléaire iranien. Sinon, en dehors de ça, bon, les mollahs tiennent la réalité du pouvoir. Absolument. Je pense que son cadre de mouvance n'est pas très, très large. Adam Thiam, on le voit proche du guide spirituel iranien, Khamenei. Oui, c'est un modéré. Hein, c'est un modéré, c'est pas comme Ahmadinejad. Mais il faut savoir que la politique extérieure de l'Iran et les questions, par exemple, sur le nucléaire, relèvent du guide spirituel Ali Khamenei. Parce que le président, selon la Constitution, n'est que le second. Et donc, ce n'est pas le nouveau président qui va pouvoir assouplir effectivement la stratégie de l'Iran sur le nucléaire et autres. Hein, c'est le guide spirituel. Donc, même si l'on sait que de 2003 à 2005, M. Rouhani, effectivement, a négocié avec les Occidentaux et qu'il est assez apprécié par l'Occident. Mais il n'est pas forcément sur la question de la politique extérieure et de la question nucléaire. Il n'est pas évident que la politique de l'Iran va changer. Les États-Unis et Israël l'ont même dit déjà. Oui, Serge Daniel, mais dans ces cas de figure, comment va-t-il mettre en œuvre son programme, son projet de société? Moi, je pense que c'est sur le plan économique qu'il va faire quelque chose, qu'il peut avoir les mains libres pour agir, lutte contre la pauvreté, la priorité à l'éducation ou à la santé. Là, si vous voulez, ça c'est possible. Mais il n'a en fait qu'un titre de Premier ministre dans le système iranien. Vous avez l'ayatollah. L'ayatollah est entouré de ce qu'on appelle les mollahs, les gardiens de la révolution. Il ne peut rien faire d'autre. Sur le plan de la Syrie, la politique étrangère, en Syrie par exemple, je ne le vois pas demain dire à partir d'aujourd'hui nous ne soutenons pas la Syrie. Il ne peut pas le dire. Par rapport à Israël, il ne peut pas se lever demain pour dire je vais aller embrasser les Israéliens. Par rapport au nucléaire, là, évidemment là, il marche également sur des jeux. Vous vous souvenez quand il y a eu un changement de régime en Égypte, on a dit oui c'est un modéré, il faut avoir peur de ces termes-là. Ce qui est intéressant en revanche, c'est qu'on peut dans un pays où la théocratie règne, parce qu'en fait c'est théocratique, c'est un État théocratique, et la démocratie peut fonctionner, c'est-à-dire qu'il y a des élections libres et transparentes. Et ça, c'est 70% de toute participation. C'est quand même un exemple. C'est ce qui donne justement à Hassan, étant donné qu'il est modéré, va lui donner un discours et un comportement beaucoup plus souple à l'égard de tous les partenaires, même qu'ils soient de l'Occident, en l'occurrence les États-Unis, la France et autres. Hein, c'est que son discours ne sera pas aussi rigueux, rigide, sans aucune souplesse et sans aucune ouverture d'ailleurs, fustiger les États-Unis à la sauvette à la manière d'un Nijad. Il reste entendu que la politique à mener restera celle de l'ayatollah qui sera dictée par l'ayatollah vis-à-vis de la Syrie. Ce qui serait bien, c'est qu'il y avait un enlisement, disons, sur le programme nucléaire, en ce sens que ça n'évoluait pas, les Occidentaux en étaient arrivés jusqu'aux menaces. Oui. Bon, donc, au moins, le changement de Premier ministre, comme il disait, peut faire qu'on vient à une sorte de souplesse et qu'on peut réviser un peu les positions. Ça, c'est le premier aspect. Mais là où il n'y a pas de miracle, sauf peut-être s'il a un programme économique structuré, c'est au niveau de la société. C'est-à-dire, c'est vraiment un État théocratique où les règles sont déjà prédéfinies et où il ne peut que se mouvoir dans un cadre déjà connu. Oui, Adam Thiam. En fait, ce qui peut changer, c'est l'inflexion du programme nucléaire. Parce que le programme nucléaire iranien n'est pas un problème n'est pas un programme belliciste. C'est vraiment un programme énergétique. Non, mais c'est peut-être l'impact du déroulement qui pose problème. Oui, non, mais j'imagine que l'Iran a toujours refusé. Sous les conservateurs, il y a eu les deux projets.
Hein, il y avait l'aspect énergétique, mais il y a eu peut-être l'aspect militaire. Et donc, même s'il n'est que le second, c'est la Constitution, même s'il est bridé d'un côté par le Parlement, de l'autre par l'appareil judiciaire et le guide spirituel, et je pense effectivement que le président peut amener l'Iran à renouer avec les objectifs initiaux du programme nucléaire qui est un programme énergétique, parce que même si l'Iran produit du pétrole, bon sang de bon Dieu, il semble que il faut à peu près 3500 milliards pour remettre à flot tout cet équipement, et le nucléaire coûte beaucoup moins cher. Et une dernière question à chacun en 5 secondes. Ahmadinejad a été décrié par la communauté internationale, mais c'est la crédibilité de ce scrutin-là. Est-ce que c'est pas à mettre à son actif finalement? Il sort par la grande porte? Puisqu'il a su remettre le flambeau démocratiquement. Il sait bien qu'il fait. Moi, je crois qu'il était obligé. Il ne pouvait pas faire autrement. En plus, il faut savoir que son dauphin a été éliminé. Son dauphin la candidature de son dauphin n'a pas été retenue. Oui, c'est dit qu'il était sur un terrain finalement glissant. C'est vrai, il s'en sort à bon compte parce que ça pouvait se passer autrement. Mais bon, franchement, il n'a pas trop de mérite que ça, quoi. Ahmadinejad n'est sans doute pas le diable que l'Occident veut dépeindre. Vous l'avez connu? Non, pas du tout. Mais ceci dit, il a un bilan économique, social catastrophique, et c'est ça qui est important. Et comme Serge l'a dit, je crois que c'est sur ce plan-là que Rouhani peut faire des améliorations. Voilà, merci monsieur d'avoir participé à ce débat. J'espère qu'on se retrouvera dimanche prochain pour un autre numéro. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce débat. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie d'Africable Télévision et à bientôt.